Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux d'être avec vous à cette édition de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Tout d'abord, les faits marquants de l'actualité de la semaine. Les 6 sénateurs de l'opposition finalement prêts à reprendre les discussions avec l'exécutif autour des élections. Le président du Sénat sera bientôt chargé de définir avec le chef de l'État la date et le lieu où devraient avoir lieu les pourparlers. Parallèlement, l'exécutif a renouvelé sa volonté de dialoguer en vue d'une issue à la crise préélectorale et d'y souhaiter que les échanges servent à l'avancement du processus électoral et non de prétexte pour faire passer le temps. Et puis, sachez que le directeur général de la PNH a répondu jeudi à la convocation du juge Lamar Bélizaire, auteur des nombreux mandats émis et non exécutés par la police, notamment celui concernant Jean-Bertrand Aristide. Le projet de loi de finances de l'exercice fiscal 2014-2015 ne sera pas voté dans les délais fixés. L'indisponibilité de certains ministres et directeurs généraux handicape le processus d'analyse du document. La date du 8 septembre 2014 est maintenue pour la rentrée des classes. Toutefois, les dispositions sont déjà prises en vue de faciliter cette rentrée, a rassuré le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Mania, une rentrée des classes qui se révèle de plus en plus incertaine pour les parents en but à des difficultés économiques. Début de panique en Haïti face au risque de contamination au virus Ebola. La ministre de la Santé publique rassure, pas de cas détectés en Haïti. Un plan de riposte est déjà en place et la prévention est une priorité pour le gouvernement. À l'étranger, l'État islamique en Irak et au Levant revendique l'exécution d'un second journaliste américain, Steven Sotloff, 31 ans, dans une vidéo intitulée « Deuxième message à l'Amérique », publiée le mardi 2 septembre dernier. Voilà pour les titres, à tout de suite. Alekile ak spécial promotion top up nat comme là, sorti mardi pour rive jeudi, depuis yon moun lot bot lo recharge 5 à 7,99$ sur 1000 Haïti, nat comme a multiplié montant ça. Pour moun ka recevoir recharge en Haïti. En plus, nat comme a tout fait client sa cadeau plusieurs minutes gratis pour le relais 100 000 lot bot lo pour dire yo merci. Natcom, yon Haïti, yon réseau. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui va aller des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon nogatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut qu'il gagne. C'est livre ça qui bon, c'est la dingue qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon nogatil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Le groupe des 6 sénateurs de l'opposition, hostiles au vote des amendements de la loi électorale, se sont entretenus mardi dernier à Port-au-Prince avec des leaders de partis politiques de l'opposition. L'objectif de cette rencontre était de dégager une position commune avant la reprise des négociations avec l'exécutif. À l'issue de la rencontre, les sénateurs du G6 qui étaient représentés par Jean-William Gentil, Rosna Polycarpe, Jean-Baptiste Bien-Aimé et Pierre Fanqui-Exeus ont affirmé vouloir charger le président du Sénat de la République de définir avec le chef de l'État la date et le lieu où les discussions pourront se tenir. Écoutons le sénateur Jean-William Gentil, il est le porte-parole du G6.
L'objectif rencontre en tant que gens nous toujours présenté, les problèmes sont problèmes essentiellement politiques liés et que ce n'est pas nous-mêmes en tant que sénateurs qui sont fondamentalement concernés, c'est les partis de l'opposition qui ont même gagné de revendications, gagné des griefs par rapport avec gens où le pays a marché, par rapport avec gens où l'élection a fait et que nous solidaires avec eux dans ce sens-là et qu'avant nous faire quoi que ce soit, il faut harmoniser avec eux et j'en ai dit dans la conférence de presse et que si il y a une négociation et une discussion pour faire ça avec eux, l'intéressé voir invitation pour nous rencontrer le président, il n'y a pas de gain matériel pour nous faire harmonisation ça. Nous venons faire harmonisation ça en façon pour nous cas bail président Dera mot d'ordre pour le capable formellement et prendre contact avec le président et Michel Joseph Martelly pour voir comment nous cas rencontrer avec lui dans un délai raisonnable pour nous capable avancer avec la situation. C'est discussion entre une série de dirigeants qui ont fait, nous ne pouvons pas là pour faire pour venir dire dans la presse mais qui ça cap discuter mais ça cap discuter mais c'est des débat qui relatif avec question pays a problème conditions pour organiser l'élection on prend toute une série de bagailles c'est autour de ça nous harmoniser faut nous clair que gagne une lettre qui est venue déjà tu un rendez-vous qui fait nous te reporter lui comprendre et que nous pas regarder avec le président comment pour nous joindre nos lieux parce que nous pas d'accord essentiellement avec question palais national là nous pas d'accord avec date là qui est trop bref pour nous donc il peut garder qui a formulé ça pour nous rencontrer nos meilleurs délais. Le président de la République, Michel Joseph Martelly, a renouvelé mardi sa volonté de dialoguer avec l'opposition et les sénateurs du groupe des 6 en vue d'une issue à la crise préélectorale. Le président Martelly a appelé une fois de plus les sénateurs à voter les amendements à la loi électorale en vue de faciliter la réalisation des élections législatives et municipales avant la fin de cette année. Michel Joseph Martelly au micro de Esaü César et Randy Henry. On était invité pour hier lundi. Et c'est le président DEA seulement qui est venu. Et il fait me comprendre que il y a des gens qui ne venir dans le palais. Donc le palais n'a pas une bonne zone, il y a l'autre qui ne pas venir. Donc je me dis que ce n'est pas un problème. Mais quand le palais n'est pas pour Michel Martelly, ce n'est pas le peuple. C'est le côté représentant du peuple qui est venu pour venir travailler, pour voir une solution. Donc je travaille avec lui et l'idée c'est que lui-même livre un moment propice pour que des gens qui veulent rencontrer toujours là. Map toujours la contrairement à ça penser. D'ailleurs nous pas jamais président Martelly dans un monde qui veut dire n'importe qui ça sous l'autre pouvoir nous avons un président Martelly qui dit oui c'est vrai que depuis janvier pas gain ces séances qui fait nous avons commenté sur ça parce que c'est vraiment un truc à la bonne marche des institutions nous avons dit que depuis 150 combien de jours 164 donc nous avons proposé et élu peuple là puisque c'est des gens que le peuple a été choisi quand même pour ne pas oublier que c'est pour le peuple là que il a voté loi électorale c'est le peuple là qui parle dans l'élection et c'est lui qui va voter pour choisir et même j'en ai encouragé à voter des lois tant que FNE c'est pour joindre une cob pour faire l'école là gratis c'est pour le peuple là même j'en ai encouragé à voter et signature électronique veut dire qui ça vous faites business sur computer vous reconnaître signature sur computer c'est jeunesse là plus qu'un computer donc c'est jeunesse là bloqué. C'est jeunes bloqués, c'est jeunes qui montent, qui comptent ça business sur internet là, c'est eux qui bloqué le président Martelly, président Martelly son chanteur le bralier, le président encore peut-être qui sait. Donc nous pas faire business sur internet nous-mêmes, mais par contre jeunes n'a pas de créer emploi ouvert par jeunesse là. Si le pouvoir exécutif réitère son engagement à dialoguer, toutefois, le ministre de la Communication a précisé, je cite, « On ne peut pas et on ne veut pas répéter les exercices de dialogue réalisés aux hôtels El Rancho et Best-Western en mars et juin dernier. » Rudy Arrivo, qui réagissait sur le processus de dialogue enclenché entre l'exécutif et les sénateurs de la République, notamment ceux du G6, a dit souhaiter que ces pourparlers ne servent pas de prétexte pour faire passer le temps, mais que les échanges fassent avancer le processus électoral en prenant en compte d'autres aspects tels que la formation des BED et des BEC, la prolongation des inscriptions des partis politiques. Le ministre de la Communication, Rudy Arrivo, au micro de Michi Alexis et Max Joseph. Nous sommes toujours prêts pour nous dialoguer, mais nous dit c'est dans le souci de faire avancer le processus électoral. Nous pas de dialogue pour faire chantage, pour faire surenchère, pour faire dilatoire, ou bien pour moun servir de prétexte pour fuir responsabilité. Chantage n'a pas servi d'espace de refuge à moun qui projeté pour gagner l'obéi. Ça qui va faire pour me donner. Mais nous prêts pour nous dialoguer, pour nous discuter, pour faire avancer
le processus électoral. Pour que le sénateur Chita, majorité d'accord, et me répéter encore, quand on parle du Sénat, majorité sénateur prêt pour avancer, pour faire travail. Mais un groupe de réfractaires irréductibles, intransigeants, qui campent son code red qui dit c'est la pagaille, le chaos. Nous avons souhaité que parmi ça, au fur et à mesure, et que vous ressaisiez pour que aller dans la logique plancher sous loi, amendement à la loi électorale. Donc ça qui fait charme, force et importance de ça nouer les dialogues là, c'est lorsque le monde a participé dans eux, rappeler l'engagement que vous prenez et puis vous respectez scrupuleusement. Donc c'est intéressant que certains honorables sénateurs s'en souviennent et y pensent. Toujours dans le chapitre de la crise préélectorale, le groupe des 5 sénateurs qui supportent l'action gouvernementale n'en démorde pas. Le G5 remettra sa démission, comme annoncé, si rien ne sortira des négociations prévues entre le groupe des 6 au Sénat de la République. Et l'exécutif a insisté mardi dernier, le sénateur Edwin Zeni, membre du G5. Les explications d'Edwin Zeni au micro de Enoch Élisée-Cajou et Jasmin Denis. Nous avons un pays bloqué. Nous bloqués par 6 sénateurs. Qui, comme je dit au commencement, que il y a raison, et il y a une bonne cause, c'est une démocratie. Mais là, quand nous arrivons dans tout boum, nous arrivons dans le désordre, et nous arrivons dans le péton l'obéi. Ce que même je n'ai pas souhaité. Même je profite de la nation, je fait cadeau, mais 2 ans et demi. Qui ça me dit là qu'il y a un problème? Je fait 2 ans et demi que je suis pour payer pour les gens qui vont mourir. Mais même je viens là pour me tendre le président et le Sénat, pour me dire qui ça a fait. Au cas contraire, les 4 sénateurs qui sont avec moi et l'autre grain que moi dis non qui là, qui est disponible parce que même tout les bouquets à venir sans que pas rien qu'a fait. Ouais, donc nous prêts pour nous passer à l'action et me dis tout que nous prenons la négociation. Nous quitter tous les sénateurs et 4 négocier le groupe de 6, nous quitter pour négocier parce que nous dit faut qu'il y ait une négociation. Il faut que nous négocions. Là, nous venons là pour nous entendre. Au cas contraire, on agira. Rappelons que le G5, qui avait accordé le 26 août dernier un ultimatum de 15 jours au G6 pour voter les amendements à la loi électorale, dans le cas contraire, le G5 avait averti qu'il remettra sa démission, question de faciliter le déblocage de la crise politique actuelle. Et puis, entre-temps, sachez que 48 députés sur 56 ont adopté le 4 septembre dernier une résolution en vue d'exiger au Conseil électoral provisoire de présenter dans les plus brefs délais un nouveau calendrier électoral. L'idée première de cette résolution, votée à la Chambre basse, consiste à sortir le pays de la crise préélectorale, ont indiqué des députés proches du pouvoir exécutif. Suivez successivement le député de Lascaux-Basse, Markens Siguet, et le député des Coteaux, Astrel Dolnay, au micro de Dukenson Lazare et Yvan Saïd. Résolution que nous votons dans la Chambre, une résolution que la Chambre a votée, qui demandait à Conseil électoral là pour appliquer l'article 19. Loi électorale amendée. Et deuxième article là, c'est un article qui demandait que au Conseil électoral là, et par rapport avec l'article 19.1 pour lui. Alors bien entendu, cette loi électorale qui est en vigueur, parce que c'est une loi électorale qui est debout, et que avec l'article 19.1, Conseil électoral là est capable de fixer et poste à pouvoir et que l'article 19.1 tout pour le Conseil électoral là et publier sans délai et calendrier électoral. Le projet de loi est sous échange électronique et deuxièmement c'est sur signature électronique. Résolution elle-même c'est pour qui ça ne dépend, c'est à partir d'un constat qu'on a fait. Nous voyons que nous-mêmes nous remplis toutes devoirs nous mettons devoirs nous propres, nous voyons la loi électorale là nous voter, nous voyons amendement, nous faisons amendement là-dedans. Je dis à nous trouver long et passe pour nous pas dire un dilemme, côté que l'enseignant est bloqué, nous prenons une décision, nous votons une résolution qui m'a dit conseil électoral là pour l'agir, pour une date butoir, côté que il faut le exécutif là pour l'exécutif là qui a publié et calendrier pour dire mais qu'il est élection pour le faire. Cette résolution n'a aucune valeur juridique, a affirmé le député Sadak Dieudonné. L'élu des Gonaïves a fait savoir que cette résolution est truffée de contradictions et montre clairement la volonté des parlementaires pro-Martelly de mettre le Conseil électoral sous le contrôle total du régime au pouvoir. Le député des Gonaïves Sadak Dieudonné est au micro de Dukenson Lazare et Yvan Saïd.
Son résolution qui votée par la majorité présidentielle, nous connaissons son majorité sourde, muette et aveugle. Et son résolution nous qualifiée de mascarade parlementaire, dans la mesure où résolution ça n'a pas rien, aucune valeur juridique. Non seulement il n'y a rien aucune valeur juridique, mais c'est une résolution qui est bourrée de contradictions. Tout d'abord, la Chambre des députés avait émis ses réserves sur l'ensemble de l'accord d'Elancho. Voilà que, dans la proposition de résolution 1, qui vient aujourd'hui en résolution, eh bien, il a visé l'accord Elancho. Et l'autre considération, dans la résolution, il y a des recommandations qui sont faites. Si tu as bien des recommandations, à qui moun recommandation ça t'a pas adressé? Alors, le Parlement, il t'a arrogé le droit, disons, la majorité présidentielle, t'a arrogé le droit pour faire des recommandations et au Conseil électoral provisoire. Moi, je ne sais pas si c'est un document qui a besoin de retenir attention personne, parce qu'il n'a aucune valeur juridique et il n'a pas changé rien dans la réalité politique là. La commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince s'alarme de la détérioration de la conjoncture sociopolitique et économique en Haïti. Dans son dernier rapport paru à l'issue de la 20e Assemblée générale de la commission à la fin du mois d'août dernier, la GILAP se dit préoccupée de la mauvaise gouvernance et de ses conséquences néfastes sur des domaines de la vie nationale. Sur le plan éducatif, la commission estime que les résultats des examens prouvent que le ministère de l'Éducation nationale ne joue pas vraiment son rôle. En ce qui concerne la santé, le rapport de la commission juge inefficace les actions du gouvernement visant à améliorer les conditions sanitaires dans le pays. Stéphania Marie-Genive-Moulière, responsable de droits de l'homme de la commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince. Elle était au micro de Ludmilla Marc et de Samus David François. Sous plan social à Kiltirel, commission persiste exprimer toute inquiétude li gagne dans façon autorité au prendre décision pour faire ouvrir l'école là dans date 8 septembre dans examen l'état yo 6e, 9e, réto ak philo, c'est échec qui porte la victoire. Professeur qui pas jamais touché, la cause yo pas fait coup, c'est petit peuple là qui a payé conséquences là. Dans ce sens ça, échec total capital, c'est pour le ministère de l'Éducation nationale, bail professeur plus formation et puis réviser système là. Éducation gouvernement a fait propagande pour lien, pas jamais matériel. Question commission a posé, qui éducation pour qui peuple? Je qui les autorités yo a prendre responsabilité yo pour yo arriver respecter parole yo. C'est ça qui la cause gros crise en dans université l'état qui donc li pas qu'à fonctionner comme ça doit. Dans ce sens ça, jeunes petits garçons actifs qui t'a de chercher chimé l'école, laguer dans vente koyo. Jeunesse pays a livré à yo même. Yo pas de personne qui pense pour yo. Jeunesse nan laguer koyo dans tafia, drogue et prostitution. Tout ça yo la cause société a des bras croisés, chita a tant bon Dieu bon parce que la manne pas tombé encore. Face à ce constat, la commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince recommande aux responsables du pays de repenser à une meilleure condition de vie pour la population quant au niveau éducatif, environnemental, politique et sanitaire. La commission plaide en outre en faveur de la réalisation de bonnes élections dans le pays. Parlons justice, mesdames, messieurs, à cette édition de 56 minutes synthèse. Le directeur général de la police nationale d'Haïti a répondu jeudi à l'invitation du juge d'instruction Lamar Bélisère. Le numéro 1 de l'institution policière devait répondre à des questions concernant un certain nombre de mandats émis par le juge instructeur qui n'ont pas été exécutés par les forces de police, notamment autour de celui concernant l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Reportage Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. L'audition de Godson Aurelius au cabinet d'instruction a duré un peu plus d'une heure. Le directeur général de la police nationale d'Haïti a été invité pour fournir des explications sur les raisons pour lesquelles la police n'a jamais exécuté le mandat d'amener émis à l'encontre de Jean-Bertrand Aristide. À la sortie du carré du juge Lamar Bélisère,
Godson Aurelius explique sa présence sur la cour du palais de justice. Nous-mêmes, dans la police, nous respectons toute institution qui est dans le pays. Nous avons décidé pour nous répondre à la convocation. Donc, pour que nous devinions faire lumière à ça que le juge a besoin qu'on ait. À la question à savoir, qu'adviendra-t-il du fameux mandat émis à l'encontre du leader de Famille Lavalas, le DG de la PNH répond promptement. Parlez-moi de mandat, j'ai plusieurs mandats. Le directeur général de la PNH sort de la cour du parquet, passe ses troupes en revue et repart sans faire la lumière sur l'avenir des mandats. Vous parlez de plusieurs mandats, bon, nous c'est pas mon petit bail. Non, pas beaucoup. Rappelons que le juge Lamar Bélizaire avait décidé de convoquer le directeur général de la PNH afin de lui fournir des explications sur la lenteur enregistrée dans le cadre de l'exécution du mandat d'amener décerné par le magistrat instructeur contre l'ex-président haïtien Jean-Bertrand Aristide, inculpé de trafic illicite de la drogue, soustraction de deniers publics, forfaiture et concussion et blanchiment des avoirs dans le cadre d'une enquête judiciaire. On va parler sécurité, démantèlement par la PNH d'un gang armé qui opérait dans la commune à Pétionville. Ce réseau de malfrats utilisait des prostituées comme indicateurs dans le voisinage des clubs et boîtes de nuit pour ensuite attaquer leurs victimes, a informé la police nationale d'Haïti. 5 membres de ce groupe armé sont maintenant sous les verrous. Un autre gang qui opérait dans les parages de l'aéroport international de Port-au-Prince a été mis hors circuit par les agents de la PNH, a indiqué le porte-parole de la police mardi dernier lors d'une conférence bilan pour le mois d'août 2014. Les explications de Franz Lerbourg au micro de Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Sous l'aéroport, du 7 au 27 août, il y a un bilan que la Direction centrale police judiciaire, en particulier le bureau des affaires criminelles, travaille sur la question route aéroport, côté que il y a des gens qui sont à l'étranger et qui sont victimes de bandits qui ont opéré sur route là. Ça a mené à faire un ensemble d'opérations sur plusieurs sites de aire métropolitaine, War Jérémy, Crissois, rue du Peuple, Carrefour. Chaque côté ça, c'est une ramification réseau de malfaiteurs qui a opéré sur l'aéroport. L'opération a été menée à 19 arrestations, 4 armes saisies et 2 machines qui confisquées. Pour finir, on a parlé de BLTS qui mène une opération dans la zone du Nel, qui est dans le sud, côté que monsieur a couru derrière plusieurs Jamaïcains qui ont fait trafic de stupéfiants. Et il y a 83 kg de marijuana que BLTS saisit. Et malheureusement, M. Oguetan prend la fuite, Jamaïcain, il va mettre main sous eux. Dossier économie, le Sénat de la République n'est pas parvenu à statuer le 2 septembre dernier sur le rapport de la Commission économie et finances du Grand Corps chargé d'examiner le projet de loi de l'exercice fiscal 2014-2015. La séance a été avortée en raison de l'infirmation du quorum par un groupe de sénateurs. Le sénateur Jocelyn Prévert se dit inquiet quant au retard enregistré dans le vote du projet de loi de finances 2014-2015. Le président de la commission économie du Sénat a souligné qu'il est matériellement impossible que l'Assemblée des sénateurs planche sur le texte avant le 8 septembre, jour marquant la fin de la dernière session ordinaire de cette législature. Écoutons le sénateur Jocelyn Prévert. La Chambre des députés a une opportunité dans 30 jours que la loi reconnaît pour prendre ce budget. Et malgré que vous avez budget après plus de 40 jours, et vous transmettez dans le Sénat après 9 jours, qui fait un total de 50 jours, le Sénat dispose lui-même de 20 jours maximum pour voter selon la loi. Or, il se trouve que moi, je vois le budget le 18 août. 20 jours là, mais même exactement le 8 septembre. Donc, puis délai, puis coût que je gagné pour mettre le budget au vote, c'est la première semaine du mois de septembre, ce que je fais. Est-ce que le temps matériel que je gagné peut rencontrer les 20 ministres? Malheureusement, non. Est-ce que c'était nécessaire tout pour me rencontrer les 20 ministres et secrétaires d'État, les directeurs généraux, les responsables des indépendantes pour me dire au budget? Pas de temps matériel pour me faire. Mais par contre, moi j'ai estimé que il y a certains ministres qui étaient indispensables, parmi lesquels le ministre des Travaux publics comme principal bénéficiaire des crédits d'investissement, le ministère de l'Agriculture,
je pense que comme un ministère phare en matière de développement économique de ce pays, je vais parler du ministre de l'Environnement, vu l'importance de l'environnement non seulement pour politique gouvernement, mais aussi nous-mêmes qui sommes victimes chaque année de catastrophes naturelles, nous comprenons la nécessité pour que l'environnement soit pour que l'environnement soit protégé, pour que l'environnement ait un travail qui fait dans l'environnement. Les sénateurs qui avaient abandonné la séance consacrée à la ratification du rapport de la Commission économie et finances du GANCOR ont exigé de cette commission qu'elle entende tous les ministres et directeurs généraux dans le cadre des analyses du budget de l'exercice fiscal 2014-2015. En ce sens, les sénateurs ayant infirmé le quorum ont rejeté les explications selon lesquelles des ministres, et en particulier le chef du gouvernement, n'auraient pas suffisamment de temps pour venir s'expliquer devant la commission d'analyse du budget. Ils estiment que le gouvernement cherche à tout prix à échapper au contrôle du Parlement. Écoutons à ce sujet le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé au micro de Dukenson Lazare et Yvan Saïd. Moi-même, je pense que c'est une stratégie. Si nous regardons la séance hier là, nous avons gagné des sénateurs qui ne viennent pas dans la séance. C'est des gens dans sénateurs qui disent qu'ils ont démissionné pour le gouvernement. C'est-à-dire des sénateurs et tête yo calé. L'en garder nous des sénateurs qui infirment séance là hier nous c'est gens qui pisent qui plus proche du gouvernement. Ça fait nous paniquer, ça fait nous des problèmes parce que nous c'est un plan. Nous estimons que c'est un plan du gouvernement pour budget pas passer pour permettre yo prendre budget yo te proposé ou bien le budget proposé et par la Chambre des députés. C'est une stratégie du gouvernement pour permettre que yo continue faire gagotte avec l'argent pays pour permettre d'échapper à contrôle du Parlement. C'est vraiment inquiétant pour le pays parce que ça qu'a fait là, c'est nous voyons que ces sénateurs qui disent qu'ils défendent le gouvernement, c'est eux-mêmes qui ont filmé comme hier. Rencontre jeudi dernier au local du ministère de la Planification et de la Coopération externe entre le ministre haïtien du Plan et les ambassadeurs de la Corée du Sud, de la Pologne et du Japon. Prenant la parole à cette occasion, Laurent Salvador Lamotte a mis l'accent sur le soutien octroyé par ces pays à Haïti dans le cadre du développement et de la coopération. Laurent Salvador Lamotte au micro de Esaü César et Randy Henry. La Corée du Sud est supportée avec le domaine transport scolaire, avec plus de 50 bus. D'ailleurs, hier, on a parlé de monsieur avec les compagnies Dignité qui a expliqué que ça le fait avec monsieur et montant de population lui-même bénéficier de la question de transport scolaire là et de l'économie que Simone fait. Donc, l'ambassadeur, là, nous allons parler, premièrement, nous allons souhaiter la bienvenue en Haïti comme nouvel ambassadeur Corée du Sud. La matin, nous rencontrons l'ambassadeur et Japon, là, nous allons rencontrer l'ambassadeur britannique là. Tout ça, et Pologne, tout ça dans le renforcement des relations Haïti avec les pays que nous citons là. C'est un gros honneur de recevoir l'ambassadeur là, jeudi. Et nous allons conseiller de travail pour nous qui piste de coopération que nous avons établi ensemble pour que Haïti rapproche le pays. Pour là, nous sommes joués un match football contre la Pologne en 1974. Et ces questions de coopération qu'on a parlé, ces questions de rapprochement de deux pays. Nous connaissons que la Pologne est un pays qui a avancé en pile, c'est un pays qui développe en pile. Donc Haïti est capable d'apprendre tout de l'expérience polonaise là pour vous-même comme ça nous avons fait dans le pays nous tout pendant que nous avons le pays à monter, pendant que nous avons mené le développement et le progrès dans le pays d'Haïti. L'ambassadeur du Japon a crédité en Haïti Takashi Fushigam, qui rencontrait le ministre de la Planification et de la Coopération externe jeudi dernier, a renouvelé l'engagement de son pays à apporter tout son soutien à la reconstruction et au développement d'Haïti. Takashi Fushigam en a profité pour saluer les efforts consentis par l'administration Martelly Lamotte depuis son accession au pouvoir. Takashi Fushigam au micro de Esaü César. Même avant le tremblement de terre, en 2010, nous avons effectué l'assistance envers ce pays. Mais surtout après le tremblement de terre en 2010, le Japon a octroyé plus de 190 millions de dollars américains pour la coopération envers Haïti. Les domaines prioritaires pour la coopération du Japon en Haïti,
ça tombe surtout dans le domaine de l'agriculture, l'éducation et la santé. Mais sans limiter ces domaines, nous allons continuer la coopération dans divers domaines. Juste le temps d'observer une nouvelle pause à ce numéro de 56 minutes synthèse. À tout de suite. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après-rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a une qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou est l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est les toutes cuisinières choisies pour faire manger. C'est les celles qui font manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Merci de votre fidélité à 56 minutes synthèse. Une rencontre s'est tenue mardi au palais présidentiel entre le chef de l'État haïtien et le Premier ministre autour des projets d'infrastructure en cours d'exécution et sur des sujets d'intérêt national dont l'éducation, l'agriculture et la sécurité. À l'issue de cette rencontre, le président Michel-Joseph Martelly s'est dit satisfait des progrès réalisés par son administration, notamment sur les plans éducatifs, sécuritaires et agricoles. Michel-Joseph Martelly au micro de Esaü César et Wendy Henry. Et moi, merci président encore de confiance que le fait pour moi diriger l'équipe gouvernementale là, qui travaille dur, qui goûte chaque jour pour Haïti plus belle, pour le peuple qui joindre. Donc dans ce sens, nous faisons une rencontre de bilan de différents projets stratégique pour le pays, pour le peuple, pour le gouvernement. Nous commençons, Jean-Président, dit sur la question de l'entrée des classes là, dans tout, et il y a un point tout que nous allons, qui c'est la journée mondiale d'alphabétisation. Nous connaissons un programme d'alphabétisation, le gouvernement a bloqué environ 6 millions de dollars pour alphabétiser 500 000 personnes. Et nous avons alphabétisé 250 000 personnes déjà. Et pendant l'année qui vient, nous avons besoin d'alphabétiser l'autre 250 000 personnes. Donc nous avons président un bilan sur l'activité ça.
que nous allons gagner une activité semaine prochaine dans le cadre d'alphabétisation pour bailler respect à tout le monde qui a besoin d'apprendre à lire, apprendre à écrire, pour venir au monde qui est capable de fonctionner dans la société, qui est capable de fonctionner dans le pays, qui est capable d'aider les gens à étudier. Nous discutons tout de différents projets infrastructures qui sont en cours. Nous parlons tout d'un plan et que nous allons gagner pour le code de fait. Et le président demande nous pour demander au gouvernement pour nous mettre attention spéciale sur le développement code de fait. Il y a aucune chaîne projet qui a fait code de fait de développement touristique avec le secteur privé. Il y a une route code de fait côté que nous débloquons et 21 millions de dollars pour route ça ensemble avec le pays Taïwan qui a débloqué 10 millions de dollars pour que route ça finalement qu'a fait. Ensuite, il y a un plan que nous avons préparé de rencontres avec différentes associations communautaires dans commune Côte de Fer pour nous chiter ensemble, pour nous voir qui ça besoin et pour nous continuer à courir Côte de Fer. Le Premier ministre haïtien a organisé vendredi une séance d'évaluation et de mise à jour à la prémature sur les avancées de la construction de l'aéroport international Hugo Chavez du Cap-Haïtien dans le nord du pays. Cet aéroport devrait accueillir en octobre prochain l'atterrissage d'avions de la compagnie aérienne American Airlines. Toutes les dispositions seront prises en ce sens, informe Laurent Salvador Lamotte au micro de Esaü César et Rouen Diar. Mais Vinchita pour que nous prenions un rapport de chaque monde qui l'a pour côté nous qui ça pour faire pour avancer parce que nous connaissons que le 2 octobre il y a un premier transporteur international American Airlines qui a atterri au Cap-Haïtien. Donc il faut que toute disposition prenne de côté par nous pour que nous capables parer, pour que nous déraper. Et pour avoir l'autre gros transporteur tout qui a même exprimé intérêt pour atterrir au Cap-Haïtien. Donc son grande première liée pour monde dans nord, son grande première liée pour le pays parce que c'est la première fois que nous avons un deuxième aéroport international à niveau ça. Nous avons des tiers avions qui sont partis, mais là, nous avons un transporteur de première classe et plusieurs autres transporteurs de première classe, eux-mêmes qui ont fait apparition au Cap-Haïtien. Donc, il faut que nous fassions ça pour nous connaître, pour nous mettre les mains, pour que toute bagaille bien passée, non seulement pour le 2A, mais pour tout le restant, côté que l'aéroport va fonctionner. C'est pour ça que nous mettons maintenant la question pompier. Pour que base pompier lui-même lui paré, n'a mettez main tout puis là est fini, n'a mettez main pour que le terminal temporaire apparaît avant que nous travaillions sur le terminal permanent. C'est pour ça que je demande au secrétaire d'État de prendre toute disposition pour que le terminal permanent apparaît le plus vite que possible, mais le 2 n'a dérapé avec un terminal temporaire. Dossier éducation à présent. La rentrée des classes aura bel et bien lieu le 8 septembre. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, a réitéré lundi dernier la volonté de son ministère à rendre possible cette rentrée scolaire à la date du 8 septembre. Question, selon le ministre Maniga, de permettre aux élèves de bénéficier du nombre effectif de jours de classe pour l'année scolaire 2014-2015. Une mesure qui vise aussi à combattre le taux d'échec élevé aux examens d'État. Nesmi Maniga au micro de Esaü César et Oendiar. Année ça, gouvernement tout entier, depuis le président de la République, premier ministre, tout ministre mobilisé pour que date 8 septembre, tout le monde branche l'école. En pile, mesure, disposition, prend déjà, à continuer à prendre, et n'a pas le constater chaque jour plus dans la semaine. Ça qui est important pour nous comprendre, c'est que le fait que le ministère ait décidé à ça, les résultats qui sont passés, l'école par l'école, c'est en façon tout pour que non seulement ils répondent à un devoir, aux exigences de transparence pour toute communauté, pour tout secteur, mais en même temps tout pour nous capables de prendre conscience que l'important, le nous dit par exemple que dans l'école fondamentale, il faut-il passer 185 jours l'école qui correspondent à 925 heures dans la salle de classe. Son bagage qui est important parce que moins si vous passez jour l'école, moins si vous passez nombre d'heures dans la salle de classe, et bien c'est plus il y a un risque que vous capable pas de bon résultat pendant l'année.
À 7 jours de la rentrée des classes, bon nombre d'écoles nationales de la capitale ne semblaient pas prêtes à accueillir les écoliers et le personnel enseignant. Meubles endommagés, bâtiments délabrés, espaces insalubres, l'environnement de ces établissements scolaires a laissé à désirer. Michel Depayen et Yvan Saïd ont effectué une visite dans des écoles publiques. Suivez leur reportage. Une cour de récréation sordide servant de dépotoir, des salles de classe utilisées comme lieu de passe-temps ou d'espace de lessive, des chaises entassées pêle-mêle dans un coin de la majorité des classes, des tables et des bancs en désordre, c'est le cliché qu'offre l'école nationale des États-Unis à canapé vert. La saleté sur l'ossature des bois retient l'attention, mais la reprise totale de la peinture sur les murs n'est pas garantie, selon le personnel de nettoyage. Le tableau n'est pas différent à l'école nationale du Marseille estimé, au Bel Air. L'état des meubles laisse aussi à désirer, pas toujours propres, malodorantes, des portes aux verrous cassés et visiblement insuffisantes pour la capacité d'accueil de l'école, les toilettes présentent un spectacle décourageant. La rentrée scolaire est fixée au 8 septembre prochain, donc dans moins d'une semaine. À défaut d'une mesure exceptionnelle pour préparer ces établissements scolaires publics, des milliers d'écoliers et d'enseignants risquent de passer une nouvelle année scolaire dans des conditions sanitaires déplorables. Les bouquinistes et les marchands de fournitures scolaires au centre-ville de Port-au-Prince se plaignent des maigres recettes à moins d'une semaine de la rentrée des classes. Leurs étalages attirent très peu d'acheteurs, la situation économique difficile et l'augmentation des prix des fournitures scolaires en seraient les causes, témoignent-ils. Reportage signé Michi Alexis et Yvan Saïd. Nous sommes au centre-ville de Port-au-Prince. Ici, au boulevard Jean-Jacques Dessalines, les bouquinistes sont nombreux. À l'approche des passants, ces commerçants usent d'astuces diverses pour attirer l'attention sur leurs étalages constitués de livres et de fournitures scolaires. Mais à 7 jours de la rentrée scolaire, les acheteurs se font de plus en plus rares. Situation que ces bouquinistes, visiblement inquiets, imputent à la situation économique difficile qui persiste dans le pays. L'école là ouvre, moi pas la vente, par contre c'est comme nous pas gagner parce que moi pas la vente. Ces commerçants se disent mécontents que la rentrée des classes soit maintenue au 8 septembre 2014. Une rentrée scolaire particulièrement difficile comparée aux années précédentes, explique-t-il. On demande ça l'État fait année ça, dit l'école a pour les 8, tandis que subvention les 15, ça a fait pour l'école à ouvrir. Au comble de la frustration, ces vendeurs considèrent chaque rare journée de vente normale comme une grande victoire. Les autorités ont annoncé la distribution prochaine d'environ 800 000 ouvrages et autant de kits scolaires dans le cadre du programme habituel de subvention partielle ou totale aux parents et aux écoles. En attendant la concrétisation de ces mesures gouvernementales d'accompagnement, bouquinistes et parents d'élèves disent ne savent à quel sein se vouer. Rencontrés dans les rayons de bouquinistes ou dans les magasins de tissus ou de fournitures scolaires, des parents confient ne pas être encore prêts financièrement à envoyer leurs enfants en classe. Dès le 8 septembre, de manière presque unanime, ils plaident en faveur d'un report de la date retenue par le ministère de l'Éducation nationale. Reportage du Kenson Lazare et Yvan Saïd. Ici, on est au centre-ville de Port-au-Prince. Des parents d'élèves se démènent pour garantir à leurs enfants les fournitures classiques nécessaires pour la rentrée académique 2014-2015. En raison des difficultés économiques, certains jugent nécessaire que le gouvernement reporte au mois d'octobre prochain l'ouverture des classes préalablement fixées au 8 septembre. Ou pas quand on écrit des bouts prêt pour l'école ouvrir. Bon, c'est l'école là en octobre, il pour ouvrir, il est en septembre. Réduire le nombre de jours de classe n'est nullement avantageux pour les élèves, reconnaît cette mère de famille. Elle se prononce toutefois en faveur de la rentrée des classes en octobre prochain. Pour le carré qu'il est là, si on a perdu un paquet d'avantages, mais selon le rapport des moyens, nous pas économiquement, qu'il est à l'état un peu bon pour nous. Mais pour l'école là, tu as ouvert septembre, c'est plus bon toujours. Quelques parents disent compter sur la générosité de leurs proches pour préparer la rentrée scolaire. Ce père de deux fillettes essaie de joindre les deux bouts pour permettre à ses enfants d'aller à l'école le 8 septembre prochain. On va dire que c'est bon, même si on m'a dit que c'est bon. Quand les parents et mois de septembre n'est pas bon. Même personnellement, vous-même, n'est pas bon. Autre problème que confrontent les parents, la hausse des prix des ouvrages. Pour pallier cette difficulté, certains en procurent selon sa capacité, comme l'explique cet homme qui assure la scolarité de ses frères et sœurs. Qu'on est le niveau qu'on sait pour y aller bon, monter, nous va prendre nous prendre une, nous va prendre trois, nous prendre tout.
Après 3 reports consécutifs de l'ouverture des classes, cette année, le gouvernement en place met les bouchées doubles pour que la date du 8 septembre fixée par le ministère de l'Éducation nationale pour la rentrée scolaire soit respectée. Entre-temps, de plus en plus de parents se montrent sceptiques quant à la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école au cours de ce mois en raison des difficultés économiques. La plateforme des syndicats d'enseignants se dit très critique par rapport à la décision des responsables de l'éducation nationale de maintenir la rentrée des classes à la date du 8 septembre. Selon la secrétaire exécutive de la plateforme, les parents ne sont toujours pas prêts pour assurer la rentrée. Toutefois, Laure Joseph demande à ce que toutes les dispositions soient prises pour faciliter la distribution des fournitures scolaires dès la première semaine de classe, ce qui pourrait réduire les dépenses de nombreux parents. Laure Joseph était au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Ledy. Et puis, nous avons attiré l'attention l'État ici, ensemble avec l'Agence internationale qui a appuyé le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de bail kit scolaire ou bien subvention assistance aux parents. Dans le cadre de kit scolaire, nous demandons pour l'État et l'Agence internationale a commencé à distribuer kit bien bonnet dans l'école dès les premières semaines. Pour qui ça? Parce que parents ça t'a empêché que les parents fassent des sacrifices pour dépenser son corps tandis que ils ont joindre matériel ça. Pour éviter double emploi ça, nous demandons à l'agence pour faire presser, pour être capable prêt pour distribution matériel dans la première semaine. Et puis nous demandons l'État tout dans le cadre d'aide des parents parce que jusqu'à maintenant l'État n'a pas de capacité pour mettre l'école publique pour tout le monde, il payer l'école privée pour tout le monde pour prendre des dispositions pour les vérifier si tout le monde existe vrai dans l'école là pour capable de faire ça dans transparence sans pour pas gagner fraude pour pas gagner et dérive dans ce sens ça. Même constat adressé par la plateforme haïtienne des organisations éducatives qui croit aussi que jusqu'à présent de nombreux parents ne sont pas en mesure de répondre aux exigences économiques qu'impose la rentrée scolaire. Autre point, les sénateurs doivent à tout prix voter la loi sur le Fonds national de l'éducation en vue de permettre à plusieurs centaines de milliers d'enfants de bénéficier du programme scolaire universel gratuit et obligatoire, souhait du président Michel-Joseph Martelly, exprimé en marge de sa rencontre au palais présidentiel avec le Premier ministre Laurent Lamotte mardi dernier. Michel-Joseph Martelly presse aussi les sénateurs à plancher sur plusieurs textes de loi en souffrance au Parlement. Le président Michel-Joseph Martelly. Si FN était voté, il y a l'autre 60 millions qui ont ça fait 100 millions pour l'éducation gratis là, qui t'a permettre que vos dia retarder sous paiement nous t'a pu avancer parce que ce n'est que récemment soit aujourd'hui soit m'pa connait PM n'a dit nous que nous payer deuxième versement c'est 3 versements gain pour année scolaire que nous payer l'école aux professeurs comme ça. Donc nous faisons deuxième versement récemment là sous année prochaine. Donc nous retenons versement. Donc c'est avancer n'a pas avancé petit nous connaît chala pour l'État. L'État a une volonté pour l'accompagner Timoun mais Timoun en pile projet en pile quoi lilou mais le sous nous et napotel et nous content que l'école nous content que tout le monde qui dans programme l'école gratis ça et que l'État doit yo fait preuve de conciliation, de patience, de sagesse de telle sorte que programme dans caractérise de toute façon l'État doit l'État ça livre les pays et gain petit retard donc troisième tranche pour payer mais n'a travail vite là pour que gens n'a continuer encourager amis nous particulièrement à la chambre du Sénat moun ka bloqué comme pour si loi ça a voté FNEA c'est lui même qui ba l'argent pour l'école gratis là. Nous en retard, nous continuons à faire parce que nous connaissons qu'on joue l'argent qui entre dans nous grâce à programme que nous mettons pour des taxes que nous mettons dans la loi, par exemple taxe sur l'alcool, taxe sur cigarette pour que nous avons une cob, taxe sur casino pour que nous avons une cob pour l'éducation. La formation de la 3e cohorte d'étudiants en maîtrise en administration publique de l'ENA n'a pas été lancée mardi dernier à Pétionville. En effet, 20 aspirants maîtres ont été recrutés parmi 115 postulants pour recevoir des formations sur une période de 2 ans dans le cadre d'un partenariat entre l'ENAP du Québec et celle d'Haïti. Le coordonnateur général de l'École nationale d'administration et de politique publique, Harold Montpoint-Jeune, évoque la nécessité de doter la fonction publique haïtienne de cadres compétents formés dans divers domaines. Tom Dumont et Samus David François étaient présents à la cérémonie de lancement. Suivez leur reportage.
l'Office de management et des ressources humaines. Ces 20 cadres ont été recrutés parmi 115 pour une maîtrise en administration à l'École nationale d'administration et de politique publique ENAP. Ils sont les meilleurs ayant réussi le concours, en témoigne le coordonnateur général de cette institution de formation. Harold Monpoint-Jeune inscrit cette démarche dans la perspective de doter l'administration publique haïtienne de cadres compétents en vue de sa modernisation. L'érection d'une administration publique performante, capable de mieux servir la population, passe donc obligatoirement par l'ENAP haïtienne, à qui est dévolue la mission d'assurer la formation et le perfectionnement des cadres de la fonction publique. Une administration publique moderne, à même de contribuer au développement de l'économie haïtienne. Voilà ce que préconise Uder Antoine, coordonnateur général de l'Office de management des ressources humaines OMRH. Du moins, je le conçois, à profiter au mieux de l'administration de cette cour, se rapporterait ponctuellement aux besoins de l'administration publique haïtienne en cadre supérieur de qualité, compte tenu de la fuite importante des cerveaux haïtiens vers l'extérieur, à la recherche aussi d'un mieux-être pour eux et leur famille. Présidente de la deuxième cohorte d'étudiants dont la formation a débuté en mai 2012, Rose Carmel Jean-Victor croit nécessaire d'attirer l'attention des membres de la troisième promotion de l'ENAP sur l'immensité des travaux qui les attendent. Problème d'électricité, d'internet, d'absence de bibliothèque. Mais toutefois, grâce à notre détermination, notre désir de faire mieux et d'aller plus loin, nous sommes arrivés à surpasser ces obstacles. Conçu dans la perspective de moderniser la fonction publique haïtienne en vue de l'amélioration des services offerts à la communauté, l'ENAP bénéficie du soutien de l'École nationale d'administration du Québec et de l'OMRH. La troisième promotion est constituée de 10 hommes et 10 femmes. 24 étudiants boursiers haïtiens qui doivent laisser le pays le 8 septembre à destination de la République Chine-Taïwan dans le cadre d'un programme de bourse d'études concernant des domaines tels l'économie et l'agriculture lors d'une cérémonie organisée jeudi dernier au palais présidentiel en l'honneur des boursiers. Le chef de l'État a félicité les étudiants boursiers pour leur performance. Michel Martelly les a exhortés à offrir une meilleure image d'Haïti à l'extérieur. Le président Martelly a invité les jeunes boursiers à revenir à prêter main forte au pays sitôt leurs études terminées. Les déclarations du président Michel Martelly au micro de Jasmin Dedi. Nous choisissons pour bon et parce que nous bons, avec Taïwan, nous décidons que nous avons nos chances pour nous venir plus bon. Certainement, réussite là, vraiment à la fin, il va dépendre de nous. Je suis que nous sommes bons là, nous faisons le premier cycle là. Pour nous performer nous, pour nous mettre un point pour nous servir le pays. Ça va dépendre de nous, pour nous avoir une bonne attitude là. Pour nous connaître notre dernier sprint là, nous ne pas rater l'opportunité. Parce que si c'est pour Haïti, Haïti a besoin de nous. Si c'est pour Haïti, Haïti attend nous. Pour dire, par contre, si nous comprenons ça, nous sommes déjà une élite dans le pays. Donc nous-mêmes, pas bêtiser, pas perdre du temps, il y a une place pour nous. Nous vivons dans un pays qui a besoin de ça que nous y est, ça nous va venir. Il y a une place pour nous aller tourner. Mettez engagement nous. Et commencer à créer tout, commencer à penser, si ce n'est pas dans l'État, nous tourné en tant qu'entrepreneur, qui j'ai tourné, ça nous voulait faire. Commencer à rêver déjà. Parce que là, c'est dans la jeunesse là. Notons que la cérémonie s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur taïwanais accrédité en Haïti et du chancelier haïtien et du ministre de l'Éducation nationale. Les bénéficiaires promettent d'avoir un comportement exemplaire en terre taïwanaise et se disent prêts à revenir participer au développement de son pays après avoir bouclé ses études. Parlons santé à ce numéro de 56 minutes synthèse. Il n'y a pas de cas de personnes atteintes d'Ebola en Haïti. C'est ce qu'a précisé vendredi la ministre de la Santé publique et de la Population, Florence Duperval-Guillaume. Un plan de riposte est déjà en place et la prévention est une priorité du gouvernement qui a demandé aux responsables des Nations Unies de ne plus faire de rotation de personnel originaire des pays touchés par la maladie, a rassuré la ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume. Dit non en majuscule, les détachés, que pas de cas Ebola en Haïti.
Deuxième bagaille que m'a dit, c'est que dans la surveillance épidémiologique, bien avant Ebola, nous avons 15 maladies à déclaration obligatoire. Dans 15 maladies, fièvre hémorragique, ce n'est pas très l'Ebola. Parce que pas toute fièvre hémorragique, pas Ebola. Non. Fièvre hémorragique, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Troisième bagaille que nous avons dit, nous avons un plan de riposte qui comportait 3 étapes, quand vous faites dans tout pays, pré-épidémique, épidémique et post-épidémique. Ça, c'est ça, le livre l'a dit. Par rapport à la prévention, nous connaissons un avantage nous gagnons, c'est que nous n'avons pas de trafic aérien direct avec l'Afrique. Donc, puisque nous n'avons pas de trafic aérien direct avec l'Afrique, il faut que l'aller passer ou bien par l'Europe, ou bien par les Antilles françaises d'outre-mer, ou bien encore par l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Donc, pays ça, on ne peut pas regarder. Je ne sais pas si c'est nous-mêmes seulement qui sont intelligents ou bien qui sont concernés. Pays ça, tout concerné, on ne va pas même Ebola rentrer la caillou. Donc, même tout, il y a des préventions à faire. Avant, pour nous arriver en Haïti, ce n'est pas de trajet pour le faire. Mais parallèlement, il y a un cas particulier que tout le monde connaît et que nous prenons ça fait deuxième note de presse que nous sortis pour nous réitérer et nous suivre vraiment avec les Nations Unies, pas de rotation de personnel venant de l'Afrique. C'est-à-dire que si on est ici, là, où c'est africain, ou la caillou, nous ne pouvons pas empêcher la caillou. Mais nous disons nous-mêmes, autant que faire se peut, éviter, pendant que bagaille ça prend de l'ampleur là, que nous amener des gens directement de l'Afrique, venir en rotation, par exemple au niveau de la MINUSTA. Rencontre lundi dernier à la primature entre le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte et l'envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti, Michaël Jean. Les échanges ont porté autour de l'urbanisation de la ville du Cap-Haïtien dans le département du Nord. Michaël Jean, qui était accompagné de l'architecte Frédéric Mangonès au cours de cette rencontre, a mis l'accent sur la nécessité de mettre en valeur cette ville du nord du pays. M'a dit nous tout simplement que dans la discussion que nous faisons avec le Premier ministre, dans la séance de travail que nous faisons, il y a 2 aspects très importants pour nous aborder. Premièrement, question renforcement au niveau expertise, au niveau planification, pour tout développement urbain qu'a fait dans des villes tant que Cap-Haïtien. Côté que il y a des défis majeurs, il y a des défis de surpopulation, il y a des défis sanitaires, il y a des défis aménagement. Vine en Haïti depuis, bon, ça fait quand même depuis plus d'1 an qu'on a travaillé sur un projet spécifique dans la région nord, là, surtout dans la ville Cap-Haïtien, dans le quartier qui est les Chada. Côté nous, que c'est dans l'entrée ville là même que y a un problème majeur. Et pour nous régler, parce que y a une belle zone qui sous chaque bord rivière du haut du Cap là, Cap jeté dans la mer, qui surpeuplé, côté conditions même d'un point de vue sanitaire pas convenable, et un travail sérieux qui pour faire. Donc ça me fait moi-même mener en Haïti des partenaires qui examinent les situations, qui travaillent sur des problèmes comme ça. Ils ont fait d'ailleurs dans l'autre pays du monde, que c'est en Asie, il y aurait des problèmes aussi graves. Et il y a une Corée avec le gouvernement haïtien, surtout le ministère de la Planification, le ministère du Tourisme, avec SIATou, pour ça produire des outils importants pour des décisions majeures qui pourraient le prendre pour aménagement dans côté Sayo. Le rappel des titres avant de refermer ce numéro de 56 minutes synthèse. Les 6 sénateurs de l'opposition finalement prêts à reprendre les discussions avec l'exécutif autour des élections. Le président du Sénat sera bientôt chargé de définir avec le chef de l'État la date et le lieu où devraient avoir lieu les pourparlers. Parallèlement, l'exécutif a renouvelé sa volonté de dialoguer en vue d'une issue à la crise préélectorale et d'y souhaiter que les échanges servent à l'avancement du processus électoral et non de prétexte pour faire passer le temps. Le directeur général de la PNH a répondu jeudi à la convocation du juge Lamar Bélisère autour des nombreux mandats émis et non exécutés par la police, notamment celui concernant Jean-Bertrand Aristide. Le projet de loi de finances de l'exercice fiscal 2014-2015 ne sera pas voté dans les délais fixés. La disponibilité de certains ministres et directeurs généraux handicape le processus d'analyse du document.
La date du 8 septembre 2014 est maintenue pour la rentrée des classes. Toutes les dispositions sont déjà prises en vue de faciliter cette rentrée, a assuré le ministre de l'Éducation nationale, Nespi Maniga. Une rentrée des classes qui se révèle de plus en plus incertaine pour des parents en but à des difficultés économiques. Début de panique en Haïti face au risque de contamination au virus Ebola. La ministre de la Santé publique rassure, pas de cas détectés en Haïti. Un plan de riposte est déjà en place et la prévention est une priorité pour le gouvernement. À l'étranger, l'État islamique en Irak et au Levant revendique l'exécution d'un second journaliste américain, Steven Sotloff, 31 ans, dans une vidéo intitulée « Deuxième message à l'Amérique » publiée le mardi 2 septembre dernier. Voilà qui met un terme à ce numéro de 56 minutes synthèse. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.